Les prix à la pompe explosent en ce moment. Alors, est-ce que c'est l'occasion d'enfin passer à l'électrique? On en parle dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis ravi de vous accueillir dans cette émission consacrée à cette transition peut-être accélérée vers l'électrique dans ce contexte de conflit ouvert au Moyen-Orient depuis maintenant fin février, avec des prix qui explosent à la pompe et qui rendent sûrement l'électrique plus intéressant pour les automobilistes. Et donc, j'accueille sur ce plateau mes invités du jour. Donc, tout d'abord, Alette Dassigny, bonjour. Bonjour, Donc, vous êtes directrice d'impact, c'est ça, pour le club automobile Roule. tout à fait. Et Solal Botbol, donc cofondateur et directeur général de BIV, donc une entreprise qui accompagne les entreprises dans leur transition électrique. Exactement, c'est bien ça. Et donc, Aled, je voulais commencer peut-être avec vous. Donc, peut-être nous expliquer un petit peu ce que fait le club automobile Roule. Et puis, je me suis pas mal intéressé à votre dernière étude, justement, sur le budget des automobilistes. Donc, pour savoir un petit peu combien les Français dépensent pour leur voiture chaque mois, c'est ça? C'est ça. Alors, donc Rool, c'est effectivement un club automobile. On est une entreprise de services, aux automobilistes, que ce soit des services payants, des services gratuits, dont vous avez, parlé pas mal sur votre antenne il y a récemment, qui s'appelle, une application de navigation qui s'appelle Roule Map, 100 française, enfin en tout cas 100 développée en France, et puis des services, solidaires avec, une idée derrière qui est de dire comment on arrive à concilier transition écologique et droit à la mobilité. Donc c'est vraiment, là-dessus qu'on veut travailler. Et dans la mesure donc aujourd'hui, on a 1 500 000 membres, et notre idée évidemment, elle est de comprendre leurs attentes, de comprendre leurs besoins, et pour ça, on fait des observatoires et des études. Donc récemment, on a fait, comme vous dites, une étude sur le budget auto des Français. On se rend compte qu'en budget mensuel moyen, on arrive à un montant de 416 €. Donc 416 €, si on reprend un peu les chiffres, 416 €, c'est un tiers du SMIC, donc c'est Oui. quand même, énorme. Et sur ces 416 €, évidemment, il y a une grosse part qui est liée à l'acquisition. Et alors en ce qui concerne, le carburant, qui aujourd'hui est notre principal sujet, c'est, quasiment un quart du prix, 100 € par mois, qui est, dédié au carburant. Donc ça, on parle finalement de coûts variables, ça veut dire, selon son utilisation du véhicule, mais on sait qu'il y a aussi une part, de coût fixe. C'est-à-dire que rien que le fait de posséder sa voiture, ça vous coûte déjà beaucoup d'argent, et ça, l'électrique change peut-être pas tant la donne sur cette partie, coût fixe. Non, alors effectivement, l'électrique ne change pas tellement la donne, puisque l'électrique est en plus aujourd'hui cher. Le sujet, il est plutôt l'électrique. On sait bien que c'est hyper intéressant, d'un point de vue usage, puisque, un petit rappel, mais, 100 € en voiture, pardon, 100 kilomètres en voiture électrique, ça vous coûte 3 € en moyenne, et alors qu'en voiture, thermique, c'est, 12 €. Donc, le calcul est vite fait, c'est un quart du prix. En revanche, ce qui est intéressant sur le véhicule électrique, c'est que là, il y a un peu urgence en se disant: sur l'usage et le budget, c'est hyper intéressant. Sur la souveraineté énergétique, c'est hyper intéressant. On voit bien ce qui se passe, aujourd'hui, et puis évidemment sur la partie écologique, puisqu'on sait bien, après toutes les études qu'il y a eu, que sur le long terme, c'est quand même, plus écologique d'avoir un véhicule électrique, qu'un véhicule thermique. Et ça, concrètement, pour un automobiliste, le fait de passer à l'électrique, donc on se dit réduire ce poste carburant, le poste entretien, on dit souvent qu'une voiture électrique, ça coûte moins cher aussi à entretenir. Alors effectivement, on réduit d'un tiers le budget entretien. On est sur une moyenne de 44 € pour un d'entretien mensuel pour une voiture thermique, et 32 € pour un véhicule électrique. Donc effectivement, c'est aussi plus intéressant à ce niveau-là. Ouais, d'accord. Et Solal, donc peut-être pour la partie, entreprise, ce contexte de carburant élevé, il change aussi un peu la donne? Il va accélérer cette transition? On sait que les entreprises, achètent aussi, beaucoup de voitures électriques depuis peut-être, l'an dernier, un changement de fiscalité? Oui, il y a eu un gros, bouleversement fiscal, en février 2025, notamment avec, le sujet de l'avantage en nature, Oui. qui a beaucoup évolué. Donc, l'avantage en nature, en 2 mots, c'est, pour détenir un véhicule de fonction qui est utilisé évidemment dans le cas, de son cadre professionnel, mais il est aussi utilisé dans son cadre personnel, et du coup, ça présente un avantage en nature, et du coup, une participation, du salarié, qui est, représentée notamment sur sa fiche de paie, qui peut avoir un impact, du coup, sur son pouvoir d'achat. L'objectif évidemment, comme vous l'avez cité, le véhicule électrique est très vertueux d'un point de vue, hem, écologique, en termes de souveraineté, en termes, de TCO, donc le coût total de détention,
Voilà. Et du coup, il y a une vraie volonté en tout cas du gouvernement d'encourager les entreprises à faire aussi adhérer leurs conducteurs à passer aux véhicules électriques. Et donc ce qu'on observe, depuis 1 an et ça s'est, surtout, vraiment accéléré à partir, du mois d'octobre 2025, c'est une électrification en masse des entreprises. Alors on pourrait penser que ce sont forcément les plus grosses, celles qui sont notamment assujetties à la loi LOM et Oui. donc avec des tailles, supérieures à 100 véhicules. La réalité dans les faits, c'est que c'est pas le cas. C'est aussi, également, les plus petites flottes, celles qui vont de 5 à 100 véhicules, qui électrifient aussi, énormément leur flotte automobile. Donc un vrai intérêt économique pour ces entreprises et pas seulement une obligation légale, Non, en fait et un contexte de oui, fiscalité favorable. Enfin, c'est un tout, mais alors la fiscalité, disons qu'elle va même, rester neutre pour l'électrique. Elle vient, surtout, très pénalisante pour le non électrique, pour accélérer évidemment l'électrification, mais aussi au final, en fait, maîtriser le coût économique, autant pour l'entreprise, mais aussi, pour l'employé. Aujourd'hui, c'est pas forcément un frein, étant donné qu'en parallèle, il y a une offre aussi de véhicules électriques qui ne fait que se développer dans le bon sens, avec des autonomies qui sont de plus en plus importantes. Un sujet, on parle souvent du prix d'acquisition d'un véhicule électrique. C'est le même prix qu'un véhicule thermique aujourd'hui. On a notamment le cas avec BMW qui a un véhicule disponible dans 3 motorisations, essence, hybride rechargeable et électrique avec le X1, oui. où en fait on se rend compte que autant sur le prix d'acquisition que sur les loyers, on a un prix qui est équivalent à celui de l'essence et qui est nettement inférieur à de l'hybride rechargeable. Donc le sujet, du prix et puis on le voit avec la sortie de la nouvelle Twingo, ça devient moins un sujet. Évidemment que les prix des véhicules neufs ont évolué. Ils ont augmenté de plus de 25 depuis la sortie du covid. Ça concerne 100 des motorisations. Ouais. Et donc, par rapport à cela, il y a une offre, voilà, qui est bien positionnée et avec des autonomies et des puissances de recharge aussi qui sont très importantes. Et peut-être revenir sur cet exemple du BMW X1, comme vous disiez, donc l'hybride rechargeable aujourd'hui, est vraiment, on va dire défavorisé, enfin il est plus vraiment intéressant, Oui, en tout cas pour ce public entreprise. ce n'est plus une solution pour les entreprises, parce qu'il y a des coûts d'entretien qui sont élevés. Vous avez une technologie électrique, vous avez aussi une technologie thermique. Oui. Vous avez des véhicules qui sont plus lourds parce qu'ils embarquent de technologie. Vous avez une fiscalité, qui est pas avantageuse, par rapport à de l'essence, et qui est parfois même plus défavorable que de l'essence parce qu'en dehors d'avoir le malus écologique, vous avez le malus au poids, Ça. qui peut être, parfois même plus pénalisant. C'est notamment le cas d'ailleurs sur cet exemple avec le BMW X1 et du coup, quand on prend en tout cas un TCO sur ces 3 véhicules, on se rend compte qu'en électrique, on est à 15 de moins par rapport à son homologue essence et à 25 de moins par rapport à son homologue hybride rechargeable. Mmh. Et à l'être, peut-être sur les particuliers, on voit ce mix de motorisation. On sait que l'hybride a beaucoup la cote, ces derniers temps parce que c'est quand même plus simple, pour passer peut-être d'un véhicule 100 thermique à, on va dire, un début d'électrification et qu'on commence déjà à baisser sa consommation. Mais vous, un peu dans ce mix de motorisation, vous direz que les particuliers dans le contexte actuel et ils ont quand même une belle incitation à passer à l'électrique, peut-être avec les justement les bonus, coups de pouce, primes coups de pouce comme on dit maintenant, actuellement? Alors évidemment, le c'est plus intéressant de toute façon sur le long terme de passer à l'électrique, hein. Je rejoins ce que dit Solal, complètement. C'est plus intéressant à l'usage, c'est plus intéressant d'un point de vue écologique aussi puisqu'on s'est bien rendu compte que ces voitures sont plus lourdes, elles polluent plus. Alors, c'était intéressant dans l'idée de se dire: «On va commencer à faire changer les comportements des gens et pour que les gens s'habituent à brancher leur voiture». Dans cette, idée-là, c'était intéressant. Est-ce que ça a eu vraiment un impact? On ne saurait pas le dire aujourd'hui, ce serait une bonne question à poser. Mais, aujourd'hui, effectivement, ça paraît, on a continué notre étude en se disant, «Quel est le plus avantageux, quand on achète un voiture électrique d'occasion en budget mensuel?» Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que le moins cher en budget mensuel, c'est d'avoir un véhicule électrique d'occasion et pas un véhicule thermique. Et on est à 331 € par mois, donc par rapport aux 416 € dont je vous donnais le montant tout à l'heure, c'est quand même, un quart de moins, donc c'est intéressant. Et sur un budget annuel, ça commence à faire une somme, assez conséquente, Alors sur un budget annuel, ça fait une somme conséquente, ça fait, quasiment 1 000 € et surtout là, on voit qu'avec, l'augmentation du prix, de, des prix à la pompe, on arrive à, je crois que c'est pour un budget mensuel moyen de
de consommation de carburant, on est à plus 50 Oui. par rapport à avant la crise. Donc plus 50 ça commence quand même à faire, des gros montants, quoi. D'ailleurs, on voit votre infographie, actuellement, à l'écran. Je le dis pour, les auditeurs qui nous écoutent en podcast. Donc on a ce budget mensuel, global, hein, que vous avez, calculé, avec, Rule Data et donc on voit frais fixes 256 € et ces dépenses variables finalement, 160 €, en arrondi avec, le poste carburant 100 €, le poste entretien 44 € et donc, forcément, des points où l'électrique est attendu, pour faire, baisser les coûts. Alors moi, il y a un point que je voulais quand même aborder dans cette émission, c'est la recharge, que pour moi, c'est vraiment le point décisif qui peut permettre à un automobiliste de passer ou non à l'électrique. Alors, peut-être Alex, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, pour moi, c'est impossible d'imaginer de passer à l'électrique sans avoir une possibilité de charger à domicile ou à minima à son travail. Je ne sais pas c'est quoi votre, analyse Oui, là-dessus? alors, ouais, vous avez raison, c'est vraiment le point à vérifier. Alors, quand on veut passer à l'électrique, il y a plusieurs points à vérifier. Donc évidemment son usage, hein, de quoi on a besoin. Est-ce qu'on a besoin d'un petit véhicule, Bien sûr. ou d'un plus gros véhicule en fonction de son utilisation? Mais effectivement, est-ce qu'on a des bornes de recharge disponibles ou pas? Donc quand on habite en, enfin 77 des détenteurs de véhicules électriques, rechargent chez eux. Oui. Mais il y a une grosse différence entre ceux qui rechargent en copropriété et ceux qui rechargent, parce qu'ils ont une maison individuelle. Grosse différence, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de Ouais, propriétaires de voitures électriques en maison individuelle? oui, tout à fait. On est à 84 versus, 34. Donc on voit bien qu'il y a une grosse différence. Et donc effectivement, le point il est là. Donc il faut vérifier que chez soi c'est possible, dans sa copropriété, hem, à son travail, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rechargent au travail. Mmh. Alors après, il y a effectivement d'autres, possibilités. Donc il y a par exemple les supermarchés qui vous proposent de recharger, puis avec, des incitations. Si vous avez la carte de fidélité, Bien sûr. donc ça vous coûte moins cher. Donc il y a quand même des choses qui existent, mais c'est bien sûr, beaucoup plus contraignant que, d'être chez soi et de brancher ou d'aller à la pompe et en 5 minutes, vous êtes, rechargé. Bien sûr et puis ça, on verra comment évolue la société, mais pour moi, c'est vrai que les véhicules, qui sont souvent à l'arrêt, l'intérêt, c'est peut-être d'avoir justement une solution de recharge à chaque fois qu'on s'arrête, soit n'importe quel parking, par définition, souvent, on passe du temps à son travail, donc a priori, la voiture est quelque part. Donc je pense que c'est ça qu'il va falloir faire évoluer dans les années à venir, d'avoir vraiment la possibilité de se brancher à n'importe quelle occasion où le véhicule est arrêté. Oui, alors après on voit bien que le maillage de bornes électriques en France a été, est aujourd'hui, énorme en fait, Oui, hein. Donc là-dessus on est assez après on a un sujet de disponibilité des bornes évidemment. bien sûr. Donc ça je vous invite à regarder sur, Roulmap parce que vous avez la disponibilité des bornes et le prix d'achat parce qu'il y a aussi et le prix de Du kilométrage? l'électrici voilà parce qu'en fait, là c'est aussi un su c'est pas très transparent donc en tout cas sur cette appli vous pourrez le trouver. Donc effectivement, le maillage existe, mais c'est sûr que le jour où chacun aura pourra en fait, c'est un peu comme un téléphone portable, hein. Mmh. Vous allez le brancher chez vous, c'est beaucoup plus facile que de le brancher, dans un café, par exemple. Puis je leur dis pour ceux qui nous écoutent en podcast, on a vu le défiler une carte justement, je crois qu'il vient de chez vous aussi, Oui. que j'ai trouvé très intéressante, qui permet de se rendre compte comme ça. Finalement, je suis assez étonné de la densité de ces zones de recharge, en région Occitanie, qu'on voit peut-être pas comme, l'Eldorado, électrique. Mais en tout cas, c'est intéressant pour se rendre compte et puis de voir justement, des zones qui sont peut-être, là, on a pris volontairement l'affichage région pour que ce soit plus, visible à l'antenne, mais on peut aussi avoir un affichage par département et donc c'est le constat, c'est qu'en France, on est quand même plutôt bien équipé dans ce réseau point de recharge actuellement. Et cela, le côté, entreprise, j'imagine que c'est aussi, une problématique importante, la solution de recharge? C'est un des enjeux les plus importants. Je pense comme ce qui a été dit, grosso modo avec la guerre, on voit l'effet, il est forcément plus lent parce que les entreprises, elles prennent des stratégies qui sont sur des temps plus longs. Bien sûr. Là, évidemment, on se rend compte depuis, 2-3 semaines, qu'il y a en tout cas un un élan supplémentaire à aller vers l'électrique. La question de la recharge vient immédiatement avec, le choix d'électrification de sa flotte. Nous, la tendance que l'on remarque, parce que chez BIV, en dehors de vendre des voitures électriques en leasing, on équipe les entreprises sur leur site d'entreprise et les collaborateurs d'infrastructures de recharge avec des systèmes de supervision de refacturation. C'est une volonté de déployer des stratégies assez fortes sur aller équiper des salariés directement, justement à leur domicile. Avec évidemment une facilité plus importante, lorsque ces derniers, vivent dans des habitations individuelles, parce que forcément il y a qu'un décideur alors que dans une copropriété, nous ne sommes pas le seul et les temps sont pas les mêmes. Mais voilà et du coup, viennent après toutes les problématiques de ça à la charge de qui? Dans quelle pondération?
qui rembourse, comment, et cetera. Et on sait qu'en entreprise, il y a aussi potentiellement des gros rouleurs, hein, qui sont encore dans des voitures, diesel. C'est quand même pas un gros mot, même en 2026. Mais avec ces prix du gazole, encore une fois, qui dépassent les, 2,20 €, 2,30 €, est-ce que ça change aussi la donne pour eux, sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même des véhicules électriques, Oui, longue autonomie? oui, alors surtout, il y a 2 types de gros rouleurs. Vous avez des gros rouleurs, qui vont faire, enfin 3 types. Vous avez ceux qui vont faire très grande distance, très, 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 très fréquemment et ceux qui vont faire, des petites distances, mais, en permanence et ceux qui vont faire des très grandes distances d'un coup, mais pas fréquemment. Hem, en fait, il y a juste le cas où l'électrique est pas idéal, c'est ceux qui font des très, très grandes distances, très, très fréquemment. On se rend compte qu'en fait, dans la réalité, il y en a très peu des gens comme Oui. ça, et que sur les 2 autres cas d'usage, au final, l'électrique s'adapte assez bien et même ces profils-là passent, les font passer électriques. Quand vous avez des conducteurs qui font 300-400 kilomètres par jour, ce qui est énorme, malgré tout, en fait, l'électrique, le permet, clairement, même en faisant, quand vous avez notamment un équipement de recharge, chez vous, vous avez pas forcément besoin de vous recharger, en itinérance. Et vous avez parlé refacturation, c'est vrai qu'on a l'image peut-être du salarié qui a une, voiture de fonction, une carte carburant, donc qui est un peu à l'aise, on va dire, sur son, budget, à la pompe. Sur l'électrique, il y a une transition qui se fait là-dessus aussi où on va dire le salarié va être, aussi, on va dire, conforté dans son usage et avec, un coût pris en charge par l'entreprise sur une partie des recharges électriques? Bah, ça veut dire que la prise en charge va être faite, en tout cas, sur le temps de travail, Oui, du salarié. Donc en général du lundi au vendredi et hors vacances. Heu, Vous avez en tout cas la supervision qui permet de refacturer, de dissocier la consommation électrique du foyer et celle du véhicule électrique et ouais. donc de pouvoir refacturer ce qui a été consommé par son véhicule de fonction, directement, à son employeur. Pour la partie itinérance, vous avez un badge qui va avec, pour, se recharger sur les réseaux de recharge et après de voir, si, telle recharge est éligible en fonction de à quel moment est-ce que cette recharge est effectuée. Allez, je suppose que pour, un particulier, c'est aussi un point important à surveiller, la puissance de charge que le véhicule va pouvoir encaisser. Cela a mentionné tout à l'heure la nouvelle Twingo et on sait qu'il y a cette, problématique sur la charge, rapide, hein. On va le rappeler d'ailleurs pour faire un peu de sensibilisation peut-être sur les futurs acquéreurs de Twingo. Donc la recharge rapide est en option, 500 €, qui peut sembler peu sur une voiture où on va dire on va compter un budget d'à peu près 15 000 € minimum, pour l'acquérir. Et donc ça fait débat. Je sais que Renault m'a répondu que, c'était aussi pour prendre en compte les utilisateurs de Zoé qui n'avaient pas utilisé leur, option, 50 kilowatts, au quotidien et que donc c'est vis-à-vis de ce public qui va peut-être basculer sur la Twingo, qu'ils auraient, justement fait ce choix de la proposer qu'en option en partant du principe qu'une Twingo, c'est un petit véhicule citadin, donc on va pas avoir besoin forcément de se lancer dans des longs trajets et d'avoir cette charge rapide. Vous, votre réflexion là-dessus justement sur, bien choisir son véhicule, c'est aussi, bien choisir la puissance de charge? Ah oui, effectivement, je pense que, surtout que si on veut passer, à ces nouveaux comportements, il va falloir que les choses soient le plus évidentes possible. Donc, la vitesse de recharge, elle est très importante. La disponibilité, la vitesse de recharge et l'autonomie réelle, évidemment, c'est aussi un point à regarder de près quand vous voulez passer à l'électrique. Parce qu'entre ce que notre, l'autonomie qui est déclarée et l'autonomie réelle, il y a toujours une différence Oui. et c'est normal puisque ça dépend des conditions d'utilisation et des conditions climatiques notamment. Mais effectivement, la vitesse de recharge, c'est un point clé. Oui, bien sûr et sur la charge à domicile, pour revenir sur ce sujet, vous pensez quand même qu'il y a des automobilistes qui n'ont pas cette possibilité de charger à domicile, qui pourraient quand même, passer à l'électrique, mais on a parlé de la possibilité dans les supermarchés et cetera. Pour vous, c'est faisable en 2026 ou c'est encore un petit peu, faut être un peu aventurier, quoi? Alors, je sais que ça se fait. Après, quelle est la part d'automobilistes qui le font? Ça, j'ai pas de chiffres à vous donner. Mais, après quand on voit les économies d'usage qu'on peut faire, j'ai envie de dire que dans un budget restreint, c'est intéressant d'aller vers là, quoi. Après est-ce que c'est suffisant d'avoir juste le parking du supermarché? Je suis pas complètement sûre. Est-ce que si vous avez le parking du supermarché plus, une borne à votre travail, peut-être que ça on peut s'en sortir, voilà. Mais sinon, ouais, ouais, je pense, ouais. Après, c'est toujours pareil, si vous faites, 100 kilomètres par semaine, qui est plutôt en général, une moyenne, vous avez à recharger qu'une fois par semaine. Donc en faisant vos courses, pourquoi pas? Bien sûr. On sait que c'est très, psychologique finalement tout ça parce qu'on a nos habitudes de conducteurs sûrement de voitures thermiques et que finalement c'est pour moi c'est une autre philosophie. C'est-à-dire qu'on ne faut pas raisonner comme, faire le plein de sa voiture thermique quand on est à 0. C'est plutôt une recharge on va dire qu'on va faire,
dès qu'on peut, pas attendre d'être à 0, enfin, souvent il y a une analogie qui est faite avec le smartphone. On Ouais, n'attend pas d'être à 0 pour pour recharger. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est une question de changement des comportements et de s'adapter, hein. Je pense que, heu c'est comme je sais pas si vous vous souvenez quand on a mis la ceinture de sécurité à l'arrière, en 90, tout le monde disait: «Ouh là là, personne ne va s'y mettre» et en fait, tout le monde s'y est mis parce qu'il y a des enjeux de sécurité très forts et on a bien vu que c'était important. Donc là, c'est pareil, il faut y passer. Alors, je pense qu'effectivement, c'est des changements de comportement. et sur les économies qu'on peut réaliser, souvent, il y a la réflexion de se dire: «On peut avoir un véhicule finalement plus adapté à son usage du quotidien». Typiquement, une Twingo pour tous les jours, a priori, c'est suffisant et on a ce long trajet, ces longs trajets, ponctuels, de l'année. Peut-être sur des clients justement entreprises, vous sentez qu'il y a quand même ce mouvement d'avoir des véhicules peut-être moins polyvalents, mais qui vont nous faire économiser plus pour avoir du budget qui se libère pour louer une voiture? Par exemple, quand on part en long déplacement, ou ça, c'est un peu un mythe, finalement concrètement, les gens, ils veulent garder une voiture, capable de tout faire? Alors, pour la voiture capable de tout faire, je pense qu'on a la réponse, du marché depuis maintenant une dizaine d'années, que ce soit chez les pros ou les particuliers, c'est l'avènement du SUV qui est capable de tout faire, de donner un sentiment de sécurité, d'être spacieux, d'être assez complet dans l'approche et on le voit, hein, d'ailleurs les constructeurs, continuent beaucoup à faire du SUV. Nous, ce qu'on remarque, en tout cas chez les entreprises, c'est, parce qu'elles électrifient leur parc et qu'elles arrivent à mesurer les économies qu'elles effectuent en remplaçant un véhicule thermique par un électrique, et les économies du coup qu'elles font, on l'a dit, sur la partie, énergie, Oui. fiscalité, entretien, et autres. Hem Parfois, elles allouent ce budget pour une montée en gamme, au niveau de Ouais, l'électrique c'est un point intéressant. parce que, il y a 3 choses, enfin voilà, il y a une décision pour un véhicule électrique, c'est toujours 3 choses. C'est quel est le rapport qualité, prix, Oui, autonomie, puissance de recharge acceptée par la voiture. ouais. Et donc, elles montent en gamme pour avoir un peu plus d'autonomie ou bien une meilleure puissance de recharge et c'est là où ça va jouer. Bon, tant mieux. On entre dans la dernière partie de l'émission, donc on a vu qu'on pouvait économiser, sur son budget d'automobiliste. On a vu que c'était important de se recharger. Maintenant, il va falloir choisir notre voiture. Donc moi, j'ai sélectionné, 4 modèles qui me semblaient bien placés, justement, avoir cet aspect polyvalent. Donc j'ai retenu un critère d'avoir la possibilité de réaliser minimum 200 kilomètres sur autoroute. Alors on sait que c'est variable, j'ai pris quand même volontairement du 130 kilomètres/h, sur autoroute et finalement sont ressortis 4 modèles, qu'on voit, apparaître, à l'écran. Encore une fois, pour ceux qui nous écoutent en podcast, je vais juste vous décrire rapidement. Donc il y a le Tesla Model Y, le Renault Scénic, le Citroën IC4 et le Skoda Elroq. Donc dans des budgets qui vont, on va dire, de, 26 000 à, 37 000 € et ce qui me semblait, alors en prenant en compte, le bonus, notamment pour le Elroq, hein, qui est quand même, assez bien, placé. Donc Solal, qu'est-ce que vous pensez peut-être de ces 4 modèles et peut-être d'un Tesla Model Y qui montre qu'il est quand même au sommet des ventes depuis maintenant, pas mal d'années? Ouais, on comprend, pourquoi Tesla est au-dessus, parce que vous avez justement ce rapport-là de pour un prix quand même assez compétitif, vous avez une autonomie et une puissance de recharge où en fait Tesla fait grosso modo tout bien, c'est-à-dire qu'ils sont bons élèves à peu près partout. Citroën, C4, moi je vais la déconseiller, parce que, elle consomme beaucoup trop Ouais, et elle charge, pas assez vite. La Scénic, c'est un bon véhicule, et la Elroq, c'est un modèle, qui a un excellent prix, surtout en ce moment. Donc pourquoi pas s'orienter, voilà, du coup, si je devais les classer, je mettrais, Tesla en premier, d'accord. la Skoda en deuxième, la Scénic en troisième et la IC4 en dernier. D'accord et il y a pas un autre modèle récent qui vous a tapé dans l'œil sur, on va dire, une attractivité, notamment pour les entreprises? Bah, le la Elroq, elle est vraiment pas Ouais, mal. Après, vous avez toutes les, gammes ID, de Volkswagen qui Volkswagen? sont bonnes et après si on fait des montées en gamme, les nouvelles, BMW iX3 et d'ailleurs même la i3 qui vont bientôt présenter, qui va faire 900 kilomètres d'autonomie et qui va accepter des recharges de plus de 400 kilowatts et la Mercedes, CLA, ce sont vraiment des voitures incroyables qui en tout cas annoncent en tout cas ce qui sera accessible dans, 4-5 ans pour aussi, plus du mass market. Oui, d'accord. Oui, parce que là, on est sur du premium, mais il y a Oui, quand même oui, une oui. clientèle aussi, en entreprise, notamment, Ouais, pour ces modèles avec, des bonnes performances d'autonomie et de recharge. exactement, parce que l'enjeu pour ces entreprises-là, c'est faire en sorte aussi que les salariés soient contents de leur expérience. À l'aide, on a parlé de la Twingo déjà. On voit quand même qu'il y a des véhicules électriques, neufs, heu, à prix, quand même un peu plus abordable ces derniers temps. Pour vous, c'est quand même un signal positif? Alors pour moi, c'est un signal positif, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est surtout les véhicules électriques d'occasion sur lesquels il faut se tourner parce que même si, les prix,
les prix sont moins importants, les pour les plus les enfin, à s'acheter un véhicule à 25 000 €, c'est quand même, une Un somme. budget complètement. Or, un des véhicules électriques d'occasion, on se rend compte que les batteries sont ont une capacité sur le long terme, gardent leur, leur capacité de recharge alors que c'était quelque chose dont on ne savait pas trop au début. Oui, Là, il y a eu c'est des une question qui revient souvent. Je pense que ouais, tout à fait. les automobilistes ont toujours cette crainte de pas savoir vraiment comment va évoluer, enfin la performance de la batterie, son autonomie clairement. Ça, il y a des signaux quand même rassurants. Qu'est-ce que vous conseillerez à quelqu'un qui veut acheter une voiture électrique d'occasion? C'est il y a des critères à rechercher par exemple sur la baisse de performance de la batterie, ça peut être Alors, fondé? tout à fait, ça c'est vraiment la première chose à regarder, ce qu'on appelle le SOH, donc c'est l'état de santé de la batterie. C'est ça? Ça, il faut vérifier ça, mais il y a des chiffres qui viennent de sortir de chez Arval qui disent, après 6 ans, le SOH, donc l'état de santé de la batterie reste supérieur à 90. Donc ça, en fait, 6 ans ou 160 000 kilomètres. Garder Donc 10 d'autonomie, ce qui est pas négligeable, mais si on a ça en tête et qu'on a aussi une belle, on va dire, baisse de prix par rapport au prix neuf, a exactement, priori ça peut c'est intéressant. s'accepter, quoi. Ouais, tout à fait. Alors donc il faut vérifier la batterie, il faut vérifier la fiabilité électronique, les mises à jour électroniques de la voiture, ça c'est aussi des choses à regarder. Oui. L'autonomie réelle, donc ça on en a déjà parlé et puis avoir, le diagnostic entretien, aussi qui est à jour, mais ça vous pouvez avoir, chez les professionnels. Mais Oui, c'est là, tu Oui, je rajouterais peut-être un dernier élément, c'est vous avez beaucoup de voitures électriques neuves qui sont vendues, qui sont garanties maintenant, 8 ans, 160 000 kilomètres et donc aussi à regarder quelle est l'ancienneté de la voiture parce qu'elles peuvent encore aussi rentrer en garantie constructeur et notamment la batterie est inclus dans cette garantie constructeur donc ouais, c'est un élément même de réassurance, pour les acquéreurs sur des véhicules d'occasion électriques. et l'avenir proche, quand même sur les modèles neufs, ce serait d'avoir une catégorie, de véhicules électriques, on va dire, sur le modèle un peu des kei cars japonaises, donc on va pas trop parler comme ça de choses, de l'autre bout du monde, mais l'idée c'est quoi? C'est d'avoir des plus petits véhicules avec moins de normes, plus adaptés, on va dire, et faire baisser les prix, c'est ça non, l'enjeu. en fait, l'enjeu il est là, hein. L'enjeu il est d'arriver à avoir des véhicules, autour de max 15 000 €, entre 10 et 15 000 € et qui là seraient des véhicules qui sont des véhicules légers, Oui. effectivement beaucoup plus légers, mais qui permettraient au plus grand nombre d'accéder à à un véhicule électrique et donc tout le monde y gagnerait. On parle aussi souvent des aides, qui existent, on sait qu'il y a le leasing social qui a été lancé par la France il y a maintenant, 12 ans, qui avait eu sa deuxième édition en 2025 qui vient de se terminer. Là, on en reparle, justement, dans le contexte des prix des carburants élevés qui serait un moyen pour le gouvernement de favoriser l'adoption, à des ménages, on va dire à des bas revenus, d'une voiture électrique. Vous, votre sentiment là-dessus sur ce leasing social? Alors, en fait, le leasing social, c'est une bonne chose, mais aujourd'hui, il y a 100 000 foyers qui en ont bénéficié. Effectivement, il faudrait accélérer. Et puis, mine de rien, c'est toujours un coût assez important, 200 € par mois, plus, avec les histoires d'options d'achat derrière, c'est un autre sujet. Mais, alors là, je sais qu'ils travaillent au leasing social avec, des critères d'activité, et nous, on pousse, avec la filière, Fédération française des acteurs de la mobilité solidaire, à ce que le leasing social puisse être un leasing social solidaire, c'est-à-dire réutiliser les véhicules électriques d'occasion qui permettraient justement à ces catégories de personnes, d'avoir accès à un véhicule à encore moins cher et donc plus accessible. Oui, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est classique dans les aides, mais il y a aussi cette volonté de soutenir l'offre, donc de plutôt, encourager les constructeurs à vendre des voitures. Mais c'est vrai qu'après derrière pour le client qui se retrouve aussi, sans voiture en fin de leasing, qui a peut-être ses conditions, de revenus qui ont changé, c'est pas évident. Solal, là-dessus, vous avez des attentes peut-être, sur les aides, les années à venir, celles qu'il faut maintenir, celles qu'il faut peut-être, construire Ouais, pour soutenir le marché? alors, déjà concernant l'entreprise, il y a pas d'aide pour l'électrique. Oui, ça c'est bon de le rappeler. Ouais, ça c'est à savoir. Pour le particulier, je pense qu'avoir arrêté le crédit d'impôt pour l'installation d'une borne de recharge, d'un montant de 500 €, c'est un peu dommage de l'avoir arrêté au 31 décembre 2025 parce que, on est quand même dans un marché en construction et d'équipement. Hem, du coup, enfin voilà, moi j'aurais continué à le mettre en place. Hem, Après sur le sujet en tout cas de rendre accessibles des voitures neuves entre 10 et 15 000 €, en fait, on a vu l'explosion des prix des véhicules neufs. Je suis même pas sûr qu'il y en ait beaucoup des voitures essence ou diesel à vendre aujourd'hui entre 10 et Ouais. 15 000 €. Dire à nos auditeurs de pas oublier que, en dehors du prix d'achat qui peut être déjà une vraie barrière, ce qu'il faut pas oublier, c'est les économies à l'usage. Là, oubliez pas, quel est le prix du montant, du litre de gasoil ou d'essence, à la pompe actuellement où vous faites, aussi, beaucoup la queue.
On arrive à la fin de cette émission, donc merci beaucoup d'avoir participé à l'aide de Signy. Donc je rappelle que vous travaillez pour le club automobile Roule et donc j'invite nos téléspectateurs et auditeurs à télécharger Roule Map notamment pour soutenir une application française et puis Solal Botbol donc pour BIV et donc accompagner les transitions dans la voiture électrique. Merci beaucoup d'avoir participé. Cette émission, elle est retrouvée sur la chaîne Tech Co sur les box. Et on peut également nous retrouver en replay sur le site internet de BFM Business, sur la chaîne YouTube BFM Tech et puis sur les plateformes de podcast RMC BFM. Merci beaucoup, à bientôt.